Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons continuer maintenant notre petit bonhomme de chemin en passant des états stationnaires au cas où il y a un mouvement, c'est-à-dire lorsqu'on considère un objet physique, une particule par exemple, qui est en mouvement. Alors, on peut faire appel ici à la relativité, plus exactement au principe de relativité que nous avons vu en détail, où on dit que l'on peut considérer comme équivalent tous les référentiels, du moins ceux qui sont en mouvement à vitesse constante. Donc plutôt que de considérer un objet en mouvement, on peut prendre notre système stationnaire, que nous avons vu, et considérer un référentiel qui, lui, est en mouvement. Donc au lieu de considérer un objet placé dans un train, on considère l'objet sur le quai, mais vu du train, ce qui est équivalent. Donc, traçons un peu, dans un graphique, l'axe des X, les positions et le temps. Et nous avons vu que dans l'état stationnaire, on avait une fonction d'onde d'amplitude constante et dont la phase varie globalement de manière à la fréquence liée à son énergie. Et si on trace la ligne de phase égale, on obtient donc à des instants réguliers les valeurs de la phase qui se répètent de manière périodique. Considérons maintenant le cas d'un référentiel en mouvement. Dans ce cas-là, la position de l'objet va changer au cours du temps. On peut, par quelques calculs de géométrie, montrer que c'est équivalent à prendre un axe de position qui est incliné. En fait, le repère se déplace au cours du temps. Et donc, au cours du temps, la position, le zéro de l'axe X', de ce repère en mouvement, se déplace et donc on obtient dans ce graphique-là une droite inclinée. En plus, dans le cas de la relativité, en appliquant les transformations de Lorentz, on trouve également un axe T' pour le temps qui est incliné. Ça, c'est donc le cas de la relativité restreinte. Sinon, ici, c'est toujours vrai. Pour ce qui est de l'inclinaison de l'axe ici, dans le cas de la relativité restreinte, la seule chose que ça change, c'est que la distance, le temps écoulé entre deux instants de phase égale, est légèrement différent. Et ça, c'est l'effet de la dilatation du temps, qui a aussi un effet donc sur la fréquence de l'onde vue dans le repère en mouvement, ou donc de l'énergie du système vue dans ce référentiel. On retrouve là différentes propriétés propres à la relativité. Autre aspect intéressant, si on regarde dans la direction X' de ce référentiel, les phases ne sont plus l'onde de phase égale n'est plus parallèle à l'axe de position, mais coupe cet axe. Donc en fait, ça correspond à une onde qui ne fait plus ça, mais dans ce référentiel, elle ondule de manière régulière. Donc l'onde, dans ce cas-là, dépend du temps et de l'espace. Notons qu'on a fait une hypothèse ici, une hypothèse implicite sans le dire. On a considéré que les points de phase identiques étaient les mêmes dans tous les référentiels. Alors, on ne l'a pas démontré, mais on peut le vérifier en effectuant des raisonnements assez simples. Si on considère deux ondes avec des phases différentes qui ont des interférences, les interférences sont dues, nous l'avons vu, aux différences de phase. Et ça se retraduit par des probabilités. Et
Et en particulier, quand les interférences sont destructives, la probabilité est 0. C'est comme pour les interférences dans l'expérience de Young. Et donc, un événement en un endroit ne va pas se produire si la probabilité est 0 à cet endroit. Et ça doit être le même dans tous les référentiels. Le fait que quelque chose se passe ne dépend pas du point de vue. Reprenons notre train et le quai. Si une bombe explose sur le quai, si on regarde du train, on voit aussi une bombe qui explose. Et donc, les différences de phase doivent être conservées. Ça veut dire que la phase elle-même est conservée à peut-être une valeur globale près, c'est-à-dire qu'on ajoute une valeur constante à la phase en tout point et à tout instant. Et comme on ne prend jamais que les carrés du module et les différences de phase, cette valeur globale n'a pas d'importance et on peut la poser égale à 0. Et donc, on peut considérer que la phase est bien identique dans tous les référentiels. Donc, en effectuant des transformations de Lorentz ou des transformations de Galilée, si on est dans le cas non relativiste, on obtient pour la fonction d'onde dans le repère x', une fonction qui dépend de l'énergie dans ce repère, du temps, t', et de la position x', et qui donc représente cette fois-ci une onde oscillante. Et l'énergie, ici, c'est simplement E0, que nous avons vu, plus l'énergie cinétique, plus une éventuelle énergie interne due à un état d'excitation ou à un phénomène de liaison, d'interaction avec un autre système. Plus généralement, on notera E0 plus WP. Quelques calculs en utilisant les transformations de Lorentz permettent de montrer alors que dans le cas, dans la limite, on permet de montrer alors que la longueur d'onde dans ce repère est simplement h divisé par l'impulsion. Donc au repos, la particule est immobile dans l'état stationnaire, son impulsion vaut 0, donc la longueur d'onde est infinie, ce qui est cohérent avec le fait qu'une onde varie globalement comme ceci. Il n'y a qu'un seul maximum de l'onde qui s'étend partout, le minimum partout en même temps. La longueur d'onde dans l'espace est infinie. Si l'onde, par contre, varie de point en point, en plus de varier dans le temps, on a une longueur d'onde qui est donnée par h sur p et le calcul se fait assez facilement. C'est la relation de De Broglie que nous avions vue. Et notons que c'est de cette manière que De Broglie a obtenu sa relation. C'est en procédant ainsi qu'il a pu la démontrer. Et si on passe au cas non relativiste, où on pose E0 égale à 0, rappelez-vous, eh bien, on trouve simplement que dans ce référentiel, WP est égal à H nu fois la fréquence. Donc on retrouve des résultats cohérents avec ce que nous avions déjà vu. On peut faire mieux, on peut considérer deux ondes qui ont presque la même longueur d'onde, mais légèrement différentes. Rappelez-vous, nous avions parlé des battements. À ce moment-là, les deux ondes se combinent, elles interfèrent, formant des bosses plus importantes, et comme elles ont des fréquences légèrement différentes, l'interférence se décale dans l'espace et au cours du temps, et donc on a des grosses bosses qui avancent à une certaine vitesse, appelée vitesse de groupe. Avec un grand nombre d'ondes, toutes de fréquences légèrement différentes, en les additionnant, on peut construire un paquet d'ondes, nous l'avions vu, et ce paquet d'ondes va se déplacer à une certaine vitesse, appelée vitesse de groupe. Et
cette vitesse de groupe, elle ne fait d'ailleurs pas appel à la mécanique quantique. Ce sont des calculs qui se font en mécanique ondulatoire classique et que je ne vais pas vous détailler puisque on calcule une différentielle de la fréquence et des choses de ce genre. C'est un petit peu plus compliqué que de simple multiplication ou addition. On trouve une vitesse de groupe qui en plus correspond à l'impulsion et l'énergie de la particule. Donc, on obtient une vitesse de groupe qui correspond à la vitesse classique qui est observée pour un objet, un corpuscule. Donc, tout ceci est cohérent et tout à fait satisfaisant. Donc, au moins, cette approche n'apporte pas d'inconsistance. Avec ça, nous allons pouvoir progresser et dans la suite, nous verrons ce qui se passe lorsqu'on a une énergie potentielle qui est appliquée et qui peut même varier. Merci.